Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Niki a abrité du 19 au 21 septembre les rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin. Initiées par la vice-présidente du Bénin, ces rencontres ont connu la participation de plus de 500 femmes de différents bords politiques. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a démarré sa deuxième session ordinaire de l'année 2024, jeudi dernier, le point dans cette édition. Le lancement officiel du championnat national de foot Ligue Pro 2024-2025 a lieu ce samedi 21 septembre. Panthère et Buffle ont ouvert le bal. Nous y reviendrons dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Les rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin ont lieu du 19 au 21 septembre dernier à Niki. Plus de 500 femmes de différents bords politiques ont pris part à cette deuxième édition, une initiative de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabitalata Zime Yerima. Voici le point. 72 heures de concertation pour la revalorisation de la femme. Les participantes à cette rencontre intergénérationnelle s'y attellent avec l'appui des autorités politiques, administratives et les partenaires techniques et financiers. Les présentes rencontres trouvent donc toutes leurs raisons d'être, surtout dans le contexte de l'empire de Baroutem, où la Rion Kogi occupe une place prépondérante. Les échanges intergénérationnels sont également pertinents pour l'avenir. Un avenir plein d'incertitudes et de bouleversements, surtout pour les jeunes générations. Les instituts engagés pour la défense de la gente féminine, puis la gouvernance démocratique, promettent veiller davantage. La formation et l'accompagnement de femmes leaders qui deviendront des chevaux gagnants sera au cœur de nos perspectives. Ensuite, les étapes seront déterminées pour mettre en œuvre le plan d'action de manière concrète, avec les nécessaires mesures pour apprécier les résultats obtenus. Je reste convaincu que le thème de la présente édition se penchera sur le mécanisme de mise en place d'un cadre permanent de dialogue intergénérationnel que j'appelle de tous mes vœux et pour lequel l'Institut pour la gouvernance démocratique est disponible pour apporter son appui. Le choix de Niki pour abriter ces travaux vise plusieurs objectifs. Depuis 5 siècles, les différents empereurs qui se sont succédés au trône de Niki ont gouverné avec des femmes à leur côté, jouant d'importants rôles. Mais alors, un tel héritage ne mérite-t-il pas d'être conservé? Le président Patrice Talon montre à travers ses actions historiques et inédites que la place de la femme ne se limite pas exclusivement au foyer. La femme a aussi sa place aux côtés de l'homme, dans les unités de production, les instances de prise de décision, les associations socio-économiques, culturelles et communautaires. La promotion et la protection de la femme sont donc une question stratégique de développement, une question d'intérêt hautement national. Au président de la République, les femmes béninoises, par ma voix, témoignent leur reconnaissance et expriment leur confiance absolue. Au cours de nos travaux, il ne s'agira pas pour les femmes
de s'opposer aux hommes, de les affronter et de les défier sur différents plans. Nous venons à Niki pour rappeler. Les assises de cette deuxième édition marquent la gagnie de la Nyon Kogi au lendemain de la célébration de celle de l'empereur de Niki. Et il faut préciser qu'elle a enregistré la participation des femmes d'autres pays, notamment de la Guinée, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Suivons à présent les impressions de quelques participants. À travers la rencontre intergénérationnelle des femmes leaders, j'ai compris que la femme est le symbole de la résilience et de la force. Qu'à travers les défis quotidiens de la femme, elle incarne la paix, elle incarne la force, elle incarne la détermination. Le code électoral, le code des collectivités, il faut qu'on ait des textes d'application à tous ces niveaux. Donc, nous demandons à nos sœurs vraiment de tenir compte de tous ces facteurs. Et puis lors du vote, pendant la session budgétaire, il faut que le budget aussi soit sensible aux gens. En général, regardez partout, ce n'est pas ici seulement, partout en Afrique. Les départements les plus pauvres, c'est les départements de la femme. Il n'y a pas de femme sans homme. Et c'est cela qui justifie ma présence. Déjà à la première édition l'année passée, j'étais là de bout en bout. Et c'est ensemble que nous avons travaillé. Et je peux dire que je suis vraiment satisfait des réactions que j'ai eues. Je suis satisfait des interventions. Et beaucoup ont pris conscience qu'aujourd'hui, partout où il y a des hommes, il faut qu'il y ait des femmes. Nous ne sommes pas en train de travailler contre les hommes. Nous allons travailler la main dans la main pour qu'ensemble nous puissions parler vraiment le développement pour que le Bénin puisse émerger tout comme nous l'avons voulu. Et par la grâce de Dieu, avec notre leader charismatique qui est le chef de l'État, qui est vraiment engagé pour la chose féminine, nous allons y arriver. Plusieurs autorités administratives politiques de la Chine et du Bénin, dont l'ambassadeur de la Chine près du Bénin, le directeur du centre culturel chinois au Bénin, ont pris part à la célébration de la fête de la pleine lune le mardi 17 septembre dernier. C'était au centre culturel chinois à Cotonou. Voici le point. De beaux paysages et une riche expérience culturelle et cultuelle, c'est ce qui fait de l'Empire du Milieu une destination fascinante. Pour davantage promouvoir cette destination, un film documentaire a été réalisé et projeté au Centre culturel chinois. Une initiative qui a marqué la célébration de la fête de la mi-automne, un événement festif, symbolisé par l'exposition des gravures. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes tous au même clair de la lune. Selon la tradition chinoise, la fête de mi-automne, c'est le jour où la lune est la plus grande et aussi la plus ronde. Malgré la distance, malgré la nostalgie, on peut saluer les personnes que vous aimez, qui vous manquent à travers la lune. Nous nous rassemblons ici, c'est un moment de remerciement. Parce que dans ce pays, nous avons un peuple qui nous accueille amicalement. Cette fête, qui célèbre la récolte et valorise les retrouvailles familiales, reflète l'esprit de partage et d'amitié, des valeurs au cœur de la relation sino-béninoise. La gravure est une des constantes dans les cultures chinoises et béninoises. C'est un art, un langage universel, reliant des peuples à travers les âges et les continents. Si les thèmes de l'exposition font écho à la fête de la mi-automne, c'est que les deux cultures, les deux sociétés sont à la fois ressemblantes et différentes dans leur démarche vers le développement culturel. Je voudrais saisir l'opportunité offerte par cette cérémonie pour dire tous les remerciements du gouvernement et du peuple béninois au gouvernement de la Chine et à tout son peuple pour le soutien accordé au Bénin dans sa quête d'émergence dans plusieurs domaines. Offrir un espace à l'exposition permanente des gravures permet à la Chine de promouvoir cet art et de valoriser son patrimoine culturel.
La Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité CMSIC a tenu sa première session ordinaire au titre de l'année 2024 dans l'après-midi du mercredi 18 septembre dernier au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Au cours des échanges auxquels a assisté le ministre Raphaël Akotagnon, les participants ont passé en revue les projets numériques déjà réalisés ou en cours au profit du dit ministère. À l'occasion, l'autorité ministérielle a salué la transformation digitale. L'élément est signé Canal 3 Bénin. Cette première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité au titre de l'année 2024 marque un tournant important dans la gouvernance des programmes et projets numériques au sein du ministère de la décentralisation. Et après quelques mois d'exécution, les résultats de la transformation digitale sont bien perceptibles. Le ministère de la décentralisation a vraiment été un allié important dans le bond qu'a connu le Bénin en termes de numérisation. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. La CIN se tient évidemment à côté du ministère pour poursuivre les efforts sur tout ce qui est prévu et tout ce qui doit être fait jusqu'à présent. Donc, on a travaillé déjà ensemble sur des e-services du portail national des services publics. On a même eu la participation et vraiment le leadership du ministre en direct sur certains sujets. Et donc ça, voilà, on veut le remercier vraiment pour toutes ces actions-là. Les avancées enregistrées dans le cadre des programmes et projets numériques au ministère de la décentralisation constituent des points d'amélioration des services offerts aux usagers. Et l'autorité de tutelle insiste sur cet élément accélérateur. Cette commission est chargée, entre autres, d'une part, d'accélérer l'opérationnalisation des services numériques et d'en faciliter une large diffusion au sein de notre département ministériel, et d'autre part, de suivre l'utilisation effective des systèmes d'information et services numériques sectoriels et d'aider à la consolidation des données nécessaires à la production des indicateurs pertinents. Je voudrais ensuite reconnaître les mérites de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui apporte un appui technique constant à notre secteur, tel que l'a dit le représentant du DGACIN tout à l'heure. Je peux aujourd'hui affirmer avec beaucoup de fierté que notre pays, le Bénin, s'est résolument engagé sur la voie de la transformation digitale. Cette vision devra être soutenue par un cadre stratégique et politique comportant, entre autres, premièrement, le schéma directeur des systèmes d'information, deuxièmement, la politique de sécurité des systèmes d'information et les stratégies de digitalisation des préfectures et des collectivités territoriales. Le ministre Raphaël Akotagnon a salué le dévouement et la disponibilité des cadres de son ministère pour la réussite des missions dévolues à son département ministériel. Il a invité tout un chacun à y mettre davantage du sien afin que la satisfaction soit au rendez-vous lors de la prochaine session. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé le jeudi dernier à l'ouverture officielle de sa deuxième session ordinaire. C'était sous la présidence du président Édouard Loko, président de l'institution. Au programme de cette session, plusieurs dossiers. Voici le point de l'ouverture signé Canal 3 Bénin. La deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre de l'année 2024 s'ouvre. Dans cette salle, responsables d'organes de presse, dirigeants d'instances fêtières, professionnels des médias, conseillers et membres du corps administratif de l'institution. Au cours de cette session qui s'ouvre, nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne vais pas dire irresponsable, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Au-delà de ces enjeux et de celui de la modernisation de l'administration de la HAC, un bon père de famille,
Édouard Loko s'adresse aux professionnels des médias. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Par conséquent, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature, met en garde. Le rôle de la HAC, c'est de défendre la liberté de presse. C'est de défendre la liberté de presse contre les pouvoirs publics. Mais là, souvent, c'est de défendre la liberté de presse contre les journalistes. Parce que, comme l'a dit Robert Ménard, le premier fossoyeur de la liberté de presse, c'est le journaliste. C'est le constat auquel il a fini par venir. Donc, quelquefois, il nous arrivera de défendre la liberté de presse contre les journalistes. C'est parti pour 4 mois de travaux dont la finalité est de rendre à la HAC et à la presse béninoise leur lettre de noblesse. L'atelier d'élaboration et de l'argumentaire de plaidoyer national contre les violences basées sur le genre VBG au Bénin a pris fin le jeudi dernier. Au terme de 4 jours de travaux, l'Alliance Droit et Santé Bénin, les participants ont défini depuis UIDA les bases de la lutte contre ce fléau. Reportage signé ESAE TV. Hommes et femmes, filles et garçons martyrisés, des familles disloquées, des rêves brisés. Plus de 89 000 cas de violences basées sur le genre sont enregistrés au Bénin entre 2019 et 2023. Des chiffres issus de la base de données Sidorfé NG qui préoccupent, interpellent et appellent à l'action. Sous la direction de l'Alliance Droit et Santé ADS Bénin et ATIS, et professionnels des médias et organisations de la société civile ont travaillé du 16 au 9 septembre 2024 à l'élaboration d'un argumentaire de plaidoyer national contre le fléau avec un point d'orgue sur les violences psychologiques, physiques et économiques. Les participants se sont rendus compte que la lutte contre ces différentes formes de violence revêt, en termes de défis, des enjeux de santé publique, de bien-être, de protection et de promotion économique des communautés. Plusieurs communications, notamment celle du directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant Orphée, ont permis d'édifier les participants sur l'ampleur des VBG. Pour pouvoir faire un plaidoyer, pour développer des actions de lutte, pour une prise en charge holistique des violences basées sur le genre, il est important d'en connaître les différentes manifestations. Il est important d'avoir les données statistiques actuelles sur le phénomène afin de voir les axes de plaidoyer à développer pour agir sur le phénomène. L'argumentaire élaboré au cours de cet atelier entre dans le cadre d'un plaidoyer régional contre les VBG que va entreprendre l'ADS en vue de convaincre les chefs d'État et de gouvernement à prendre une décision au sommet de l'Union africaine en février 2025 pour une lutte efficace contre le phénomène. L'Alliance Droit et Santé, en collaboration avec ses alliés, initiera dans les semaines à venir une campagne nationale de plaidoyer contre les violences basées sur le genre pour une meilleure application des dispositifs législatifs à travers l'incitation à la prise de décret d'application de la loi 2012 sur les violences basées sur le genre par le gouvernement pour une prévention du phénomène et une prise en charge holistique des survivants et survivantes du phénomène. Notre plaidoyer insistera également sur l'impérieuse nécessité de réviser à la hausse le budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui représente actuellement moins de 1% du budget national. Les différents acteurs présents entendent mener la lutte contre les VBG aux côtés de l'ADS en s'appuyant chacun sur ses armes. C'est vraiment l'occasion d'être mieux informés, c'est l'occasion également pour nous d'avoir des éléments qui pourront nous aider à faire davantage de production dans notre rôle d'acteur de médias à travers notre mission d'information, de sensibilisation et d'éducation de la communauté. Et informer la communauté passe par plusieurs sortes de réalisations qu'on peut voir dans nos différents médias. La lutte ne sera pas seulement la lutte des guichets uniques de protection sociale ou bien de l'Institut national de la femme ou bien ministère de la famille, c'est chacun. Je lutte quotidiennement contre les VBG, ce qui m'emmène en fait à utiliser mon art, à faire des plaidoyers artistiques et à l'endroit des décideurs et bien d'autres.
Donc après cet atelier, je vais non seulement continuer ma lutte, mais aussi impacter ma communauté autrement. Halte aux auteurs des violences basées sur le genre. La lutte contre le fléau s'annonce plus intense les prochains jours. Santé à présent, depuis 2016, des réformes majeures ont été opérées pour corriger les anomalies telles que les grèves dans le secteur de la santé. Les hôpitaux fonctionnent mieux avec l'acquisition d'équipements matériels techniques autrefois vétustes pour assurer désormais une qualité de soins en constante amélioration à la population. Dans un entretien télévisé co-animé par les confrères Christian Gandjo de la Radio Nationale et Angèle Toboula de Télé, le ministre de la Santé Benjamin Okpati, à travers cette émission, a exposé les différentes réformes opérées en 8 ans de gestion. On l'écoute. Le Bénin est l'un des pays qui a le maillage le plus important en matière d'infrastructures sanitaires. Vous savez, chaque niveau de la pyramide sanitaire a un paquet de soins précis à donner et c'est en fonction de ça qu'on y met les équipements nécessaires. Mais au-delà de ça, avec le travail que la cellule de contrôle et d'inspection a à faire sur l'ensemble du territoire, nous avons commencé déjà à faire l'adressage des questions de salubrité. Et la deuxième chose, la question de l'élimination des déchets, parce que vous avez des trucs obsolètes qui sont là, qu'il faut éliminer. Et ça en comprend les centres. Nous avons adressé ces questions-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme pour faire en sorte que nous puissions soit réhabiliter ou reconstruire ces centres-là qui sont dans un état parfois pas du tout agréable à voir. Et justement, ce programme a commencé, comme vous avez pu le constater, lors des conseils des ministres de l'année 2023 et 2024. Nous avons pu passer un certain nombre de communications qui ont annoncé les couleurs pour que le programme de réhabilitation démarre effectivement. Mais au-delà de ça, depuis 2016, il y a près d'une cinquantaine de structures sanitaires qui ont bénéficié de réhabilitation ou de reconstruction. Faites un tour au centre des Inviers. Pour ceux qui le connaissaient avant, allez voir un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Allez à Djaouédémé peut-être, ou bien dans d'autres localités, où aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Vous avez des centres de santé qui étaient là, s'enfonçant dans le sol, même risquant de s'effondrer sur les agents. Nous avons pris à cœur ce problème et nous sommes en train de reconstruire systématiquement un bon nombre de ces centres actuellement. Donc, soyez rassurés, le visage des infrastructures sanitaires est en train de changer et va continuer à changer dans les mois et les années à venir. Mais au-delà de ça, nous avons lancé également la construction de plusieurs autres infrastructures. Je prends l'exemple de l'hôpital psychiatrique, du siège psychiatrique qui est à Lada. Jamais de mois de Béninois, vous n'avez eu un hôpital de cette envergure-là au Bénin pour s'occuper de nos compatriotes qui souffrent de problèmes mentaux. Vous avez fait un tour à Djako, vous voyez l'état dans lequel Djako est. Le gouvernement a décidé de mettre en place quelque chose de solide pour faire en sorte que le Béninois qui tombe malade aille dans des structures qui dénotent de la qualité, de l'ambition que le gouvernement a aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de nous ait des soins de qualité. Soyez rassurés, centres de santé, hôpitaux de zone, centres hospitaliers départementaux et centres hospitaliers universitaires bénéficient tous d'une attention particulière. Mais on ne peut pas tout régler. Tout ce qu'il y a eu pendant ces soixantaines d'années, on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. C'est progressivement que nous allons le faire et vraiment nous sommes à pied d'œuvre au niveau du gouvernement pour le faire. Le chic, c'est déjà une fierté. C'est une fierté. Quand on voit ça, on a la chair de poule, on se dit mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Ou on est ailleurs? Oui, je peux dire aux Béninois que nous sommes vraiment au Bénin. Et ça, je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a vraiment souhaité et qui s'est engagé personnellement pour que nous puissions avoir ce joyau-là. On a la chair de poule quand on voit ça. Et je voudrais pouvoir dire aux Béninois également que d'ici la fin de cette année 2024, effectivement, le chic sera mis en service. Le temps de faire les réglages, de mettre les ressources humaines en place et on pourra effectivement démarrer l'offre des soins dans cet hôpital de référence qui n'est pas seulement pour les Béninois, mais également pour les autres populations de la sous-région et même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que ce qui est dans le chic là, vous allez dans certains hôpitaux au niveau international, vous n'allez pas trouver ça. Le CNHU est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et cette pyramide sanitaire est organisée du niveau périphérique avec les centres de santé, les hôpitaux de zone qui sont les premiers niveaux de référence, les centres hospitaliers départementaux qui sont juste après ça, et puis les CHU, notamment le CNHU,
Donc, au niveau du chic, ce n'est pas le tout venant qui va venir. Quand on respecte la plan sanitaire, c'est ceux qui ont besoin de soins spécifiques au niveau du chic, parce qu'ils ont dépassé les niveaux de compétences qui sont au niveau de ces structures, qui vont y accéder suivant vraiment un circuit bien déterminé. Donc le CNHU sera là, va continuer à offrir les services également, et puis quand le plateau technique du CNHU sera dépassé, le chic sera sollicité. Avant, quand c'était dépassé, on prenait l'avion, on allait vers l'extérieur. Maintenant, c'est terminé. Parlons toujours de santé. Dr Constant Vaudouret, président de l'association Doris, organisatrice du congrès international de la drépanocytose, a rencontré la presse béninoise le 19 septembre dernier à Cotonou. À l'occasion, il a fait le point des préparatifs. On s'était rencontrés le 19 juin lors de la journée mondiale de la drépanocytose où on avait parlé de ce congrès. Et aujourd'hui, la communication a été faite en Conseil des ministres, donc ce qui montre que maintenant le congrès est vraiment lancé. Parce que nous avons, à ce jour, la dernière partie à boucler, c'est le programme du congrès. Donc le conseil scientifique s'est réuni la semaine dernière. Nous aurons la prochaine réunion le jeudi prochain. Ce congrès a été initié l'année dernière. Vous savez, comme j'ai dit, on organise chaque année un congrès international à Strasbourg. Il se fait que notre ministre de la Santé est intervenu pour l'ouverture du congrès à Strasbourg. Donc nous lui avons gentiment demandé s'il accepterait qu'on fasse un congrès à Cotonou. Donc sa réponse était positive. Donc du coup, le congrès a été lancé. Moi, je suis venu ici à Cotonou, j'ai été reçu en audience et puis on a mis des choses au point. Et donc l'implication du gouvernement, elle est entière, d'autant plus que ça se passe sous le haut patronat du ministère de la Santé. Et nous avons eu aussi maintenant la chance d'avoir comme partenaire officiel la Fondation Claudine Talon, qui s'est impliquée de manière conséquente. Après, il y a d'autres partenaires, le ministère qui vient après, l'OMS et bien sûr l'association Doris. Je dirais que ce sont des gros partenaires, mais nous avons aussi des industries pharmaceutiques qui seront présentes, donc des industries qui travaillent dans le domaine de la santé pour les nouveaux médicaments. Elles seront présentes et donc on va dire que ce sont nos partenaires en gros. Le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR a pris acte du retrait de l'Union islamique du Bénin et de son président Imam Bokari Limanou Idrissou du cadre. C'est à travers une lettre en date du 19 septembre que le cadre de concertation, par la voix de son premier vice-président Kouchoro Balogun, sollicite une rencontre avec le bureau de l'UIB. Et au micro de ZAE TV, le secrétaire général du CCCR, Michel Alokbo, s'est prononcé sur les probables raisons de ce retrait. Comme tout Béninois, nous avons été surpris puisque l'UIB est membre fondateur du CCCR et nous avons travaillé pendant plusieurs années et nous n'avons jamais eu de problème. Et au sein du CCCR, nous avons coopéré ensemble avec son président, qui est aujourd'hui ex-président du CCCR, un homme vraiment sympa. Vous parlez de quel imam déjà? Asif Fatou, qui a aussi déposé sa démission. Nous n'avons pas eu un seul problème avec lui. Il est très bon, ce monsieur. Très coopératif, humble, soumis aux décisions des membres du CCCR. Et quand nous avons scruté la lettre de l'UIB hier, nous n'avons pas trouvé une raison claire et sûre de leur retrait, parce que nous avons
des statuts et règlements intérieurs qui régit le CCCSR, que l'UIB a validé avant de désigner ces 2 représentants au sein de CCCSR. Nous sommes une association commune. Nous aussi, nous avons nos valeurs, nous avons notre vocation, nous avons des objectifs précis. Au sein du CCCSR, l'activité principale est d'opiner sur les situations sociopolitiques de notre pays, le Bénin. Et nous l'avions fait depuis plusieurs années. Après le départ du feu général Mathieu Kérékou, à toutes les élections, qu'elles soient législatives, présidentielles, nous appelons toujours les acteurs et surtout le pouvoir en place à organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Et quand nous voyons qu'il y a des soucis au niveau des élections, puisque le CCSR a une voix prophétique, quand nous voyons le danger pointe à l'aurore, nous appelons les partis à mettre de l'eau dans leur vin. Nous travaillons pour la paix. Nous travaillons pour la coexistence pacifique des confessions religieuses. C'est pour ça que nous avons été surpris. Nous avons été désagréablement surpris. Il n'y a pas eu de prémisse de ce retrait. On n'a pas senti. Du tout, c'est 3 jours après notre sortie à Porte-Nouveau que la lettre de l'UIB est parue. Et dites-vous quoi? Sur les réseaux sociaux. Je suis le secrétaire général du cadre de concertation de confessions religieuses. Normalement, ce courrier doit parvenir au secrétariat, enregistré au secrétariat, mais on le balance sur les réseaux sociaux. On les balance sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Pour nous, on comprend qu'il y a une main qui est derrière ce retrait. C'est pas compréhensible. Éducation dans cette édition, les écoliers, élèves et étudiants béninois ont retrouvé le chemin des classes le 16 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Cette rentrée scolaire a été officiellement lancée par les 3 ministres de l'enseignement lundi dernier à Savet dans le département des Collines, plus précisément à l'école primaire publique de Gobé. Retour sur la cérémonie de lancement avec ETélé Bénin. C'est le premier jour de classe. Mais vous savez que l'année scolaire a une durée. Quand on commence aujourd'hui, on ne s'arrête plus, sauf pendant les congés. Soyez sages avec vos enseignants. On a fini de s'amuser, on a fini de se reposer, on est venu maintenant solide. Bonne santé pour commencer la rentrée. Je vous souhaite à tous de réussir. Et vous savez très bien, comme vos parents vous l'ont souvent dit, c'est par le travail. Travaillez, n'attendez pas qu'on vous demande d'apprendre vos leçons. On peut compter sur vous. Oui. Merci beaucoup. La spécialité de cette année, c'est que nous avons pris toutes les dispositions pour que nos petits du CI et du CP puissent avoir leur manuel et leur cahier d'activité dès le premier jour. Ce que nous avons l'habitude de faire également, c'est que dès le premier jour, vous aurez à manger à midi. Donc nous avons déjà vu la cuisine qui se met en place. Et ça, c'est le gouvernement qui l'a fait. Le travail va effectivement démarrer.
Actualité hors de nos frontières à présent au Mali, la demande de mise en liberté provisoire de Youssouf Diawara, dont l'examen a été repoussé à plusieurs reprises, a finalement été rejetée le 5 septembre dernier. Arrêté le 13 juillet dernier, il est poursuivi pour l'opposition à l'autorité légitime après avoir participé à une manifestation d'opposition. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. Les proches de Youssouf Diawara dénoncent une détention arbitraire et un acharnement. Ils estiment qu'à travers lui, c'est l'imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, aujourd'hui opposant en exil, qui est visé. Il faut préciser que la CEMAS, coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Dicko, dont Youssouf Diawara est le coordonnateur, n'a pas réagi officiellement depuis son arrestation. L'organisation a officiellement été dissoute en mars dernier par les autorités de transition et le procès de Youssouf Diawara est prévu pour le 3 octobre 2024. Autre information, les députés européens ont décidé le 19 septembre dernier reconnaître l'opposant Edmundo González Urrutia comme président légitime élu démocratiquement du Venezuela. La résolution, sans valeur contraignante, a été adoptée à une majorité de 309 voix contre 201 et 12 abstentions. Les autorités à Caracas avaient déclaré le président sortant Nicolás Maduro vainqueur de la présidentielle de juillet, mais la plupart de la communauté internationale a déploré le manque de preuves tangibles de la transparence de ce scrutin. L'opposant Edmundo González Urrutia se retrouve toutefois en exil en Espagne et dans leur test adopté en plénière à Strasbourg jeudi dernier, les députés européens invitent les États membres de l'Union européenne à reconnaître à leur tour Edmundo González Urrutia comme président légitime du Venezuela. Ils invitent les États également à faire tout leur possible pour qu'il puisse prendre ses fonctions le 10 janvier 2025. Nous, les Vénézuéliens, souhaitons la même chose que les Européens, vivre dans la liberté de la démocratie. Et la démocratie, a déclaré sur X Edmundo González Urrutia, remerciant ainsi le Parlement européen pour ce vote. Dernière information hors de nos frontières, la représentante de l'ONU au Liban a mis en garde ce dimanche 22 septembre contre une catastrophe imminente au Moyen-Orient en pleine escalade militaire entre Israël et le Hezbollah libanais, en estimant ainsi que la solution n'était pas d'ordre militaire. Janine Hennis-Plasschaert s'est prononcée sur sa page X. Sport à présent dans cette édition, le championnat national de football Ligue Pro 2024-2025 a été officiellement lancé ce samedi avec le derby Panthère-Buffle à Djougou, une rencontre qui s'est soldée par un score nul et vierge. Amidou Harouna, entraîneur des Bovidés de Parakou, et son homologue Alassane Aminou ils sont revenus sur ce match. On les écoute. Un peu de regret quand même sur la deuxième mi-temps. La première, je crois que les Panthères ont eu des occasions, sont créés des occasions, on l'a échappé belle, on n'a pas encaissé. Mais franchement, la deuxième, on était plus dans le match. Ok, ça s'est joué beaucoup plus dans le camp de l'adversaire. On a créé quelques occasions, mais manqué de lucidité pour faire cette différence. Bon, il faut prendre le point avec les deux mains parce que c'est un premier match de championnat. Ce n'est pas facile. On a remarqué qu'il y a encore des réglages à faire. On va retourner travailler pour être encore plus prêt pour les prochains matchs. En première mi-temps, et si vous allez vous constater avec moi, les 45 minutes, les buts n'ont pas tiré même une seule fois au but. Sous mon gardien, il était libre. Donc on a trouvé des occasions qu'on pouvait scorer. Vous le savez très bien. Et on est en Afrique. Sinon, on pouvait gagner le match facilement. Et le plus souvent, les matchs entre Buffle et Panthère, souvent c'est les défaites à domicile. Pour cette fois-ci, on a dit non, il faut que ça cesse. Si on n'a pas arrivé à gagner au moins le match nul, c'est déjà bon. Pour que prochainement, si on arrive à Parakou, on le fait ça. La Ligue Pro 2024-2025 est une saison transitoire au bout de laquelle on va assister au retour du format classique du championnat. Des précisions avec Imorou Bouraïma, vice-président de la Ligue professionnelle de football du Bénin.
Cette saison 2024-2025 qui démarre ce jour est une saison particulière. Elle servira de transition pour que le football béninois passe à nouveau dans le format Ligue 1 et Ligue 2. Mesdames et messieurs, au thème de ce championnat qui se déroulera en 2 poules, poule A et poule B, vous venez de voir tout à l'heure les différentes équipes. Les 9 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la Ligue 1 la saison prochaine. Les équipes classées 10e à la 17e place seront qualifiées pour la Ligue 2 la saison prochaine. Et les équipes classées 18e de chaque poule seront reléguées en Ligue 3. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne semaine.